L'immobilier, c'est le problème en Israël qui est le plus, à mon avis, le plus aigu. Sur un an, les prix de l'immobilier ont augmenté de 8%, bien au-delà de l'inflation qui est de 2%. Donc nous avons le plaisir de vous retrouver, Daniel, dans Boker Tov, Shavua Tov. Bonjour. Et alors, on va parler avec vous des sujets que vous avez choisis dans cette presse économique. Avec le premier, eh bien, c'est une baisse importante du déficit budgétaire en août dernier. C'est peut-être assez inattendu, n'est-ce pas ? Oui et non. D'abord, je me rappelle que la semaine dernière, vous m'avez fait une remarque judicieuse. Vous m'avez dit, il y a un problème, et le ministère des Finances a arrêté les manakim, c'est-à-dire l'aide qu'il devait y avoir pour les indépendants et pour les gens qui ont dans les secteurs qui sont problématiques. C'est vrai que ça a été... Et donc, il y a eu une baisse des dépenses subites de l'État à ce niveau-là. Et d'un autre côté, les recettes de l'État ont augmenté de 27% par rapport à l'année dernière. Donc, le déficit budgétaire, par rapport au PIB, par rapport à la production intérieure brute, est passé de 8 à 7%. Quand ça veut dire les recettes de l'État augmentent, ça veut dire que les gens payent leurs impôts. Alors, pourquoi il y a eu une énorme augmentation en nous des recettes de l'État ? D'abord, l'immobilier. Nous en avons écho souvent ici. Il y a une augmentation très importante de l'achat de biens immobiliers en Israël. Et les mashkantaot, les biens hypothécaires, ont atteint des sommets très très importants de plus de 10 milliards de shekels par mois. Et donc, lorsqu'on achète un appartement, tout le monde le sait en Israël, il y a un mas richat, c'est-à-dire un impôt pour l'acquisition. Et ça a énormément donné de l'argent à l'État. Une deuxième chose qui a donné de l'argent à l'État, ce sont les voitures. Les Israéliens, apparemment, ont envie de se reconforter après la période du Corona et achètent beaucoup de voitures, pas seulement un peu aussi maintenant des voitures électriques, mais augmentation très importante aussi de l'impôt lorsqu'on achète les voitures. De façon globale, il a été noté par les institutions de cartes de crédit, augmentation de 15% des dépenses que les gens font soit par des cartes de crédit, soit par espèces, parce qu'ils ont la possibilité de voir aussi comment les Israéliens tirent de l'espèce des banques. Et donc, ces deux chiffres ensemble montrent une très très grande consommation, on dirait, de la part des Israéliens et de l'économie. Et donc, bien entendu, à part les secteurs touchés, Israël on le voit d'ailleurs dans ce truc du budget, dans ces chiffres du budget, donc une énorme augmentation de recettes avec, comme je l'ai dit, une baisse des dépenses. Je voudrais à ce sujet signaler une dernière chose. J'ai vu ce matin une enquête qui a été faite par l'agence qui s'occupe d'aider les petites entreprises. Et elle fait une enquête souvent pour voir quelle périodique, pour voir quel est comment les gens payent aux entreprises, c'est-à-dire ce qu'on dirait les délais de paiement. Est-ce que les gens qui achètent aux entreprises respectent les délais de paiement ? Il y a des lois en Israël qui régissent également le secteur public et qui régissent le secteur privé en disant si vous êtes engagé à payer Shotef plus Shloshim, c'est-à-dire à un mois ou à 2 mois, à 3 mois, vous avez le droit de dépasser de tant de jours. Il a été dans le secteur public, écoutez-moi, là j'étais stupéfait, 39% des ministères payent en retard, d'après la loi, de ce qu'ils devraient faire. Ils sont généralement, donc les ministères, plus, si on ajoute à ça le service public, c'est-à-dire les banques d'Israël, des gens comme ça, en tout c'est 70%, qu'ils dépassent les délais de paiement que la loi, elle dit. Au lieu, la loi permet jusqu'à un maximum de 5 jours, eux, ils sont en retard de 18 jours par rapport au délai de paiement. Je pense que le ministère des Finances, le comptable de l'État, du Trésor, surtout pour donc les ministères qui dépendent de lui ou les services publics, devraient dire, vu que la situation budgétaire est bonne, et qu'il y a une loi pour ça, on devrait payer normalement nos fournisseurs. C'est en plus très important puisque eux, ils risquent de faire faillite, ce qui n'est pas obligatoirement le cas du service public. Intéressant. Alors, on va parler maintenant d'inflation. C'est vrai que ces derniers mois, on avait noté quelque chose qui est peu courant, il faut bien avouer, depuis de nombreuses années en Israël, une hausse de l'inflation. Or, cette hausse, elle a été modérée, tempérée durant le mois d'août. Oui. D'abord, c'est un effet mondial.
non seulement l'augmentation de l'inflation générale, parce qu'il y a reprise, alors il y a problème des matières premières, il y a problème de l'approvisionnement, etc. Donc, il y a un problème général de l'inflation. Et en outre, on a remarqué que dans beaucoup de pays, en Amérique par exemple, mais aussi en Israël, il y a une baisse dans la hausse de l'inflation. C'est-à-dire, on est à 0,3% ce mois-là, alors qu'on pensait 0,4%, c'est quand même important. Et sur sur un an, on est toujours autour des 2%. Si on se compare par rapport à ce que en Amérique, on parle de 5%, chez nous c'est toujours autour de 2%, 2,2%. Ça veut dire que c'est bien. Deuxièmement, ça veut dire que la Banque d'Israël n'a pas à augmenter ses taux d'intérêt puisque l'inflation reste dans les normes qu'elle a fixées, qui sont entre 1 et 3%. Donc c'est important également pour le secteur financier de le savoir. Qu'est-ce qui a énormément augmenté ce mois-là et l'année? Bien entendu, comme nous venons de l'avoir dit au premier sujet, l'immobilier. L'immobilier, c'est le problème en Israël qui est le plus, à mon avis, le plus aigu, comme ça la presse financière le dit. Sur un an, les prix de l'immobilier ont augmenté de 8%. Donc bien au-delà de l'inflation qui est de 2%. Et sur ce mois-là, on a quand même 0,5% d'augmentation du prix de l'immobilier. Il faut donc voir si le gouvernement là-dessus va faire quelque chose. Autre chose qui a beaucoup augmenté, ce sont les tiyulim, c'est-à-dire les promenades, tout ce qui est les restaurants, les choses comme ça. C'est normal aussi parce qu'ils ont besoin de se reprendre par rapport du corona. Ils ont augmenté de 10%. Dernière chose, dans les fruits et légumes, ça se stabilise un peu. On notera simplement que les melons ont augmenté de 16%. Les melons, mais ça peut être logique d'une certaine manière. Il y a une forme de logique parce qu'on est en train de terminer la saison d'une certaine manière. Mais enfin, on va parler maintenant des propriétaires, des appartements, des appartements détruits de Holon. Alors on n'a pas beaucoup parlé de ce sujet sur les ondes de Kalita. C'est un sujet, on va dire, très interne à Israël, mais il s'agit de la construction dans les immeubles, dans les immeubles et la destruction de cet immeuble à Holon qui a été évacué quelques heures avant qu'il ne s'effondre. On a évité une catastrophe un peu de l'ampleur de celle à laquelle on avait assisté à Miami, en Floride, il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a véritablement un problème au niveau de la construction de certains immeubles et qu'il y a d'autres immeubles qui risquent de s'effondrer aussi dans le style ? 80 000. 80 000. Il y a 80 000 constructions qui sont des constructions qui ont été créées avant les années 50, qui sont considérées comme pouvant arriver tous les jours, comme c'est arrivé à Holon. Maintenant, ce qui est arrivé à Holon est arrivé quelques semaines après qui est arrivé à Ramat Gan. Et j'ai entendu que cette semaine encore à Bnei Brak, deux immeubles ont été évacués parce qu'ils allaient s'effondrer. Et à Kiryat Shmona, je viens de lire ce matin, entre Kippour et aujourd'hui, c'est pas grand-chose, il y a eu 3 appartements qui ont dû être évacués. Donc c'est un problème très important. C'est un problème d'abord, bien entendu, que des gens qui vivent dedans, puisque tous les jours, il faut faire vérifier si oui ou non notre appartement, l'immeuble où on vit est un immeuble qui risque de s'effondrer. Dès qu'il y a une fissure, il faut faire venir quelqu'un un Mendes, quelqu'un dont c'est le métier, qui doit vérifier. Si la fissure qu'on voit, des fois, c'est pas grave, mais des fois, ça veut dire d'autres choses. Il faut prendre quelqu'un du métier parce que il faut savoir qu'il y a souvent en Israël des problèmes de fuite d'eau. Et les problèmes de fuite d'eau augmentent le problème de la corrosité et le fait que les immeubles ne soient pas. Ça veut dire, je le répète, vous me le confirmez, il y a 80 000 immeubles, pas seulement des maisons. Immeubles. Et 300 000 familles. 300 000 familles que leurs appartements risquent d'être détruits du jour au lendemain. Alors comment on peut faire face à un tel problème ? C'est-à-dire, est-ce que on connaît le problème, le programme de Tama 38 ? Est-ce que c'est le programme qui permet de consolider véritablement ces immeubles ou c'est pas le but parce que on sait que effectivement il doit y avoir une consolidement des bases, mais après est-ce que véritablement les immeubles sont totalement restaurés à ce niveau-là ? N'attendez pas le Tama 38. Je dis à chaque personne qui est dans un immeuble qui est assez ancien,
bien entendu, pas les immeubles qui viennent d'être construits. Généralement, ils sont bien construits. Dans les vieux immeubles, il y a ce qu'on appelle en Israël, normalement, il n'y a pas de syndic généralement qui est payé comme en France. Il y a ce qu'on appelle l'institution du Vad Bayit, c'est-à-dire quelqu'un est nommé pour vérifier tous les problèmes concernant l'immeuble. Il faut s'adresser au Vad Bayit et de lui dire de faire venir, c'est un appartement ancien, de faire venir quelqu'un qui vient vérifier. Lorsque on prend les choses à temps, peut s'agir de quelques milliers de shekels seulement, c'est une bonne vérification qui est faite, ça peut vous éviter tous les problèmes qu'il y a. Non, mais si vous dites qu'il y a 80 000 immeubles qui sont en danger d'effondrement, est-ce qu'il faut restaurer tous ces 80 000 immeubles? Je ne sais pas. Je sais pas si demain ils vont tous tomber. Je vous dis, cette semaine, il y en a eu 5 où ils ont été évacués complètement. Et que la réponse est qu'il faut que quelqu'un du métier vienne vérifier où ça en est. Combien de temps ça va tenir avant de s'effondrer? D'accord. Il y a eu des gens là qui sont venus. D'ailleurs, ce sont souvent des initiatives encore apparemment personnelles des gens qui sont venus signaler ce problème. Que à cause de ça, les pompiers sont venus. Ils ont venu voir. Ils ont dit il faut immédiatement évacuer. Maintenant, si je me suis permis, moi je pense que c'est un sujet très important d'ailleurs. Je pense je voudrais élargir ce problème à la chose suivante. Les gens maintenant ont été évacués de Holon. Ils sont pas morts grâce à Dieu, mais ils ont plus rien. Il y a la compagnie d'assurance Mimoun Yashir, comment elle s'appelle, IAG, celle qui est chargée qui fait souvent des publicités et qui dit qu'elle paie moins cher. Elle a dit je donne à ceux qui ont tout perdu maintenant de quoi un peu manger et je leur offre quelques jours d'hôtel. C'est bien, c'est gentil, ça fait beaucoup de pub à cette boîte. Maintenant, la question est de savoir, point de vue de vous, des gens qui sont dans ce genre d'immeuble, ou qu'est-ce qui va leur arriver si ça arrive, point de vue indemnisation. Alors, je redis d'abord ce que vient de dire d'ailleurs l'autorité qui est chargée des assurances, s'appelle en Israël Memouna al-Shukon. Il a refait un appel à tout le public. Assurez-vous au moins sur l'immeuble, c'est-à-dire sur les pierres. Ça coûte 400 shekels par an. Et c'est pas grand chose, et ça couvre le haut. Mais en général, si je ne m'abuse, les prêts hypothécaires, le fait de prendre un prêt hypothécaire oblige les personnes à assurer la pierre, quoi. Très bien. D'abord, c'est vrai. Il y a une partie des gens qui sont couverts, on va tout de suite en parler par les prêts hypothécaires, donc une assurance, mais il y a beaucoup de gens, surtout pensez à ces gens qui vivent dans ces immeubles insalubres des années 50, sont des gens qui n'ont plus de prêts hypothécaires. Et ces gens-là, donc, ils ont des fois d'ailleurs pas la possibilité ou pas la connaissance de payer des assurances. Maintenant, est-ce que l'assurance va payer ce qui est arrivé à Holon, ce qui arrive à Ramat Gan ou pas? Les journalistes ont commencé à faire une enquête. La réponse des assurances n'est pas claire. Ah oui. Ils ont essayé de se dérober et de dire... D'abord, il faut vérifier ce qui est marqué dans la police d'assurance, si ça couvre ça ou pas. Il faut savoir aussi pourquoi est-ce que l'immeuble s'est effondré. Est-ce que c'est parce que il y avait un problème au début, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on appelle blight, ça veut dire de toute façon ça doit arriver, ça non plus on fait pas, ou bien est-ce que c'est accidentel. Et ça il faut faire attention, il faut vérifier sa police d'assurance. Je veux un peu rassurer les gens qu'au moment de Versailles, vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Versailles, ils ont essayé de se dérober et de dire que c'était à cause que ça avait été mal construit, et dans le terme, il y a marqué pitsout, c'est marqué dans les polices d'assurance en hébreu pitsout, c'est-à-dire que ça s'éclate. Ils ont dit pitsout, c'est parce qu'à Versailles, c'est parce que c'était construit avec du mauvais matériel. Le juge a fait une étude étymologique du mot pitsout et a obligé les compagnies d'assurance à payer. Maintenant, j'espère que ça va se passer pour les gens comme ça. Il y a aussi une fois la ville qu'il faut payer, qu'elle doit payer, mais je vous laisse sensibiliser le public à ce problème. Il nous reste une minute. Oui. Y a-t-il une pénurie de denrées alimentaires avant Sukkot? Moi, j'aurais tendance à répondre par la négative. Vu mes fréquentations régulières dans les supermarchés israéliens, on a l'impression qu'on ne manque de rien. Alors, là, ça a commencé par ce qu'on appelle Moatzat HaChalav, c'est-à-dire celle qui s'occupe du lait, qui a dit on va manquer du lait pour Sukkot, et pour les fêtes, et pour Rosh Hashanah, etc. Et
Et je vous dis, surtout puisqu'on n'a qu'une minute, aux consommateurs, ne paniquez pas. Les grands super amis, les et autres, ont demandé aux gens de ne pas se précipiter, de ne pas être en hystérie. Parce que justement, si les gens ils croient qu'il va manquer, parce que maintenant il y a un peu moins de lait ou un peu moins de choses fraîches, alors on croit qu'il y aura plus. Alors ça augmente le fait, parce qu'il y a des jours de fête au milieu, qu'il peut y avoir de façon inhabituelle 1 ou 2 jours quelque chose qui manque. C'est pour ça on dit aux gens de ne pas avoir peur. Il y a des choses congelées, il y a des choses qui arrivent, et de ne pas rentrer. Allez, on se fait pas de soucis. On va essayer de passer une fête de Soukhot dans la joie, comme c'est la Maout, l'essence de cette fête. On vous souhaite de passer une bonne fête de Soukhot, Daniel.